Bonjour chers amis de Radio Taf, nous recevons aujourd'hui Shmuel Trigano. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci. Est-il bien nécessaire de vous présenter On vous connaît pour vos prises de position et vos nombreux livres. Vous êtes d'abord sociologue, professeur émérite des universités. Vous avez écrit plus de 24 livres. Le dernier, on va en parler tout de suite, s'appelle Le Nouvel État juif. Alors, puisque nous sommes filmés, on peut désormais le montrer à l'antenne. Vous abordez beaucoup de sujets qui vont au-delà de la sociologie. Vous êtes aussi un penseur, un philosophe, et vous êtes aussi donc un polémiste. Vous aimez bien détruire les idées reçues, taper sur tout ce qui bouge. Je dirais que vous avez la gâchette facile. Alors, si vous êtes d'accord, on va parler d'abord de vous, de votre biographie. Vous êtes né en Algérie et vous êtes arrivé en France assez tôt, à 14 ans, si j'ai bien compté. Vous avez ensuite étudié à Paris, puis vous avez fait votre alia. Exactement. Voilà. Et racontez-nous ce qui s'est passé, parce que j'ai l'impression, vous dites souvent que vous auriez aimé rester. D'ailleurs, maintenant, vous êtes revenu en Israël, mais apparemment, ça s'est mal passé. Votre première alia? C'est pas que ça s'est mal passé. J'ai fait mon alia en 1969, mais je connaissais Israël un an avant la guerre des 6 jours, car nous avions de la famille dans un kibbutz. Et donc j'ai connu l'Israël encore proche du pionniérisme, l'Israël Jérusalem coupée en deux, les petites routes serpentant avec des autobus très archaïques. Et en 69, donc, je suis venu en Israël et je me suis inscrit à l'université hébraïque, justement pour étudier la question qui me taraudait, c'est qu'est-ce qu'un État juif? Et j'ai donc étudié des sciences politiques, des relations internationales et philosophie juive et kabbale. Mais je n'ai trouvé aucune réponse, ni ici ni là. Et j'ai terminé mes études du BA, de la licence. Et disons que j'ai été très idéaliste. Et l'Israël que j'attendais n'était pas tout à fait au rendez-vous. Et à partir de là, a commencé une quête, une recherche qui s'est continuée dans l'écriture, qui a été à l'origine de tout ce que j'ai écrit. Avec en arrière-fond, malgré tout, la période qui précède, à savoir le déracinement algérien, qui est quand même un événement traumatique qui traverse toute une vie. Et c'est dans ce va-et-vient entre l'exil et le retour que finalement tout ce que j'ai pu écrire se situe. Alors ça s'est mal passé. Oui. Ça s'est mal passé pour l'idéaliste que j'étais, mais que s'est-il passé alors? L'Israël attendu n'était pas nécessairement au rendez-vous, alors que son décor était déjà installé, si l'on peut dire. Et je crois que cette impression a été très forte, c'est que nous vivons des temps qui sont formellement des temps messianiques, exceptionnels, extraordinaires. Ce qui se passe ne s'est pas passé depuis 25 siècles. Et pourtant, le scénario manque. Il y a quelque chose qui manque. Je dirais ça de façon vulgaire, c'est que les Juifs sont à côté de leur pompe par rapport à ce qu'ils vivent concrètement et réellement. Et ce problème n'est pas qu'un problème d'humeur ou d'impression, c'est un problème non seulement philosophique, spirituel, mais aussi politique, sociologique, etc. C'est finalement pose la question de l'orientation de la société israélienne comme étant l'horizon de toute l'histoire juive. Et ce sont des questions décisives pour ce qui est non seulement de la crédibilité du judaïsme, mais aussi son avenir. On pourrait formuler ça d'une façon prosaïque en disant mais est-ce que finalement ces 30 siècles d'histoire n'avaient pour finalité que de devenir un petit État du Proche-Orient? Bon, c'est pas rien, un petit État. Bien, c'est déjà bien quand on est dans une adversité totale, mais l'espérance d'Israël qui a soutenu l'existence juive tout au long de cette longue histoire
est bien plus exigeante. Je ne parle pas ici uniquement, je ne parle pas de moralité, comme certains le font. Il n'y a rien de plus qui m'exaspère cette idée qu'il faudrait être un exemple pour le monde. Il faut déjà exister, c'est déjà capital. Néanmoins, c'est le sens de cette existence. Est-ce que la chose qui m'apparaissait très forte, mais j'étais incapable de le penser il y a 46 ans, c'était qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place, que l'intériorité de la condition juive, et à nouveau je dis, je ne parle pas uniquement de religion, de religiosité, mais peut-être aux dimensions de la culture, de l'identité, n'était pas au rendez-vous. Elle l'est toujours pas. La situation est moins tendue, moins abrupte qu'il y a 40 ans. Néanmoins, le problème est entier. Et donc, il y a une dissension dans la société israélienne sur le sens même de l'existence d'Israël. Et là, c'est une question très sérieuse qui a été aussi à l'origine de tout ce que j'ai fait, parce que j'ai cherché à comprendre pourquoi, comment, d'où cela vient-il, comment peut-on s'en sortir, justement, et je me suis lancé dans une enquête historique sur les origines de la modernité juive, sur le rapport de la démocratie à la condition juive, sur l'émancipation, etc. Et il a fallu que je fasse un détour considérable pour pouvoir apporter une réponse sensée, fondée et sérieuse. Et d'une certaine façon, mon dernier livre, qui correspond avec mon retour en Israël, eh bien, c'est ce début de réponse que je me sens la force d'apporter sur la foi de toutes ces études passées. Parce que, encore une fois, c'est très complexe. Pour pouvoir dénouer les écheveaux de la condition juive, il faut à la fois s'intéresser à la politique, à l'histoire, à la sociologie, à la philosophie, à la théologie, à l'idéologie contemporaine, etc. C'est un énorme travail. Bon, j'espère l'avoir assumé dans le cadre de cette recherche. Et effectivement, donc, dans mes travaux, il y a deux dimensions, peut-être qui peuvent apparaître contradictoires. Il y a des dimensions sociopolitiques, historiques, et des dimensions philosophiques et théologiques. Et donc, pour moi, il n'y a pas de contradiction. L'un soutient l'autre, puisque justement, il s'agit de comprendre la réalité d'un peuple juif qui a cette double dimension. Une dimension, on pourrait dire, métaphysique, religieuse, théologique, et une dimension politique, historique et sociale. Donc, vous revendiquez ces deux blessures, on va dire. La première, l'expulsion d'Algérie, et puis la deuxième, votre alia échoué ou mal assumé. Non. Votre déception. Alors d'abord, bon, des blessures, oui, mais en tout cas, j'ai fait de ces blessures un art, des livres, d'une certaine façon. fait des livres. Des livres, et quand même, j'ai eu la chance extraordinaire de comprendre le déracinement algérien qui fut brutal, en 2 jours et 2 valises, de le comprendre judaïquement. C'est cette expérience qui m'a aidé à comprendre le judaïsme. Et donc, ma connaissance du judaïsme est une connaissance avant tout existentielle. C'est ce qui m'a permis de comprendre le reste, les livres, etc. Expliquez-moi, en 2 mots. Je vous renvoie au Lech Lecha abrahamique. Voilà. Car Abraham, en fait, c'est en apparence, sociologiquement, un déraciné. Mais en fait, il va vers une terre qui lui est dévolue, alors qu'il n'en est pas originaire. Sa démarche vers Eretz Israël c'est ce que nous appelons le retour. Mais en fait, il retourne à une terre d'où il n'est pas parti. Et donc, il n'est certainement pas un déraciné de Babel, puisque il y a un choix, justement, il transforme la fatalité du déracinement en un choix spirituel et identitaire, et il va vers une terre dont il n'est pas l'autochtone, ce qui lui fera dire aux Cananéens « Je suis avec vous un étranger et un résident », 2 termes en apparence très contradictoires. Et en fait, je dirais que dans l'expérience juive, l'exil précède l'installation sur la terre.
il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de retour à l'antérieur, mais vers une terre nouvelle. Et c'est le cas des Olim aujourd'hui, quand ils viennent s'installer sur cette terre. Mais cela a d'énormes conséquences philosophiques, politiques, etc. Et j'ai essayé de penser cette dimension-là. C'est justement complètement différent d'Algérie. En Algérie, si vous voulez, c'était pas une extradition, une expulsion. Le gouvernement français a abandonné 1 million d'Européens. Ils ont dû se sauver pour ne pas être tués. Ceux qui sont restés à Oran, etc., ont traversé de terribles massacres. Et donc, cette fuite est perdue pour échapper à la mort en 2 jours d'1 million de personnes, qui est vécue sur le tas de façon collective, mais qui prend des dizaines d'années pour se décanter et pour comprendre justement l'impact de... il a fallu attendre le début des années 2000, si vous voulez, pour que personnellement je donne une interprétation politique de cette expérience-là, parce que jusqu'alors ma conception était d'ordre philosophique. Justement, j'ai beaucoup écrit sur l'exil, le retour, l'absence, la présence, etc. Toutes sortes de réalités qui furent existentielles avant d'être livresques ou intellectuelles. Donc en fait, ce coup qui a été vécu et que j'ai vite transcendé avec l'horizon d'Eretz Israël, avait aussi l'expérience d'Eretz Israël fut l'expérience de l'impossibilité d'un réenracinement. Car une fois qu'on est parti pour l'éternité, si l'on peut dire, même si l'on s'installe quelque part. Et là aussi, c'est un enseignement très profond sur l'habitation d'Eretz Israël par le peuple juif, qui échappe aux catégories habituelles. Il me semble que beaucoup de gens ne comprennent pas tout à fait ce qui se trame judaïquement, évidemment, dans cette expérience. Quant à Israël, ce n'était pas une blessure, c'était peut-être le contact avec le principe de réalité. Et donc, la réalité ne correspondait pas à l'idéal et à l'espérance. Et plutôt que de faire son deuil de l'espérance, tout ceci, je ne maîtrisais pas totalement à l'époque. Je suis reparti en France au bout de 4 ans pour écrire, justement, et pour rester sioniste, c'est-à-dire pour conserver cet horizon. Car pour moi, il était absolument vital, justement, et il est toujours vital, et donc forcément, un tel horizon est un horizon très exigeant. Il ne s'agit pas de retrouver sa case où s'asseoir et poser ses valises, c'est bien plus que ça. Et voilà, et donc c'est dans cette tension inhérente à une expérience existentielle que j'ai écrit. Et l'écriture était la suite logique de toute cette expérience. Alors c'est vrai qu'elle est éclectique puisque je m'intéresse aux politiques et aux métaphysiques et aux spirituels. Donc c'est blessure, oui, mais un trauma, oui, sûrement un choc, mais c'est le choc que tout individu peut avoir dans le contact avec la réalité. Elle est toujours décevante. Oui, mais bon. L'essentiel, c'est que vous en ayez fait des livres, comme vous m'avez dit. Ça vous évite aussi de payer le psychologue. Le psychanalyste, oui, nul besoin de psychanalyste. Voilà. Oui, alors, c'est le thème de votre nouveau livre, Le Nouvel État juif. Le titre est évidemment une allusion à l'ouvrage d'Herzl. D'abord, vous représentez, vous remettez à plat tous les concepts de peuple, de nation, de sionisme. Et puis, vous avez ensuite un programme. Vous ne vous en tenez pas simplement à la constatation des faits, heureusement, parce que vous êtes en général assez pessimiste. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est la première fois où vous proposez des solutions au niveau de l'éducation, au niveau de la conception même du judaïsme mondial. Il ne s'agit pas simplement de l'État, ça transcende, parce que vous expliquez justement qu'on est un peuple particulier, on n'est pas simplement une nation. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et vraiment je recommande la lecture pour ceux
Non pas ceux qui veulent être heureux, parce que il vaut mieux lire des auteurs qui vous caressent dans le sens du poil, qui nous racontent, qui nous bercent. Là, non, vous êtes quand même assez dramatique dans votre analyse de la situation. Il y a beaucoup de gens heureux qui le lisent. C'est vrai? Oui, parce que ça maintient un horizon, ça ouvre un horizon. Ouais, la question c'est, après l'avoir lu, sont-ils plus heureux ou... C'est après l'avoir lu. Ah, après l'avoir lu, d'accord. Alors... moi, j'ai appris beaucoup de choses, je dois l'avouer. Par exemple, lorsque vous détruisez certains mythes, le mythe de la démocratie laïque. Vous expliquez, en citant Durkheim, que dans toute société, il y a un transcendant. Et finalement, on peut parler dans toute société de religion sans Dieu, parfois, mais en tout cas, vous parlez de métapolitique. Alors, expliquez-nous ça. Oui, parce que, en fait, c'est un livre... Cette espérance dont j'ai parlé, je lui donne un nom. L'éternité d'Israël, le Netzach Israël, l'Israël éternel, qui est une expression qu'on trouve dans un livre du prophète Samuel. Et en fait, c'est vrai que je suis en quête de l'Israël éternel. Et pour moi, l'expérience israélienne est justement l'avènement de ce retour de l'Israël éternel sur la scène de l'histoire, non seulement des Juifs, mais du monde entier. Et c'est ça mon exigence, si vous voulez, qui est un critère justement d'analyse. Alors, dans ce livre, après avoir, dans plusieurs livres précédents, notamment Politique du peuple juif, etc., tenté de comprendre ce qu'est cet Israël éternel, dans ce livre, j'ai voulu me mettre au défi de savoir comment le mettre en chantier, en fait. Justement, à quoi correspond cette attente sur le plan de la politique, de l'histoire, des relations internationales, du judaïsme, etc. Et donc, dans le livre, il y a une très brève analyse au départ, qui se fonde aussi sur des travaux que j'ai faits il y a bien longtemps, et surtout une série de problématiques pour réformer, justement, la réalité israélienne et la réalité juive. Et donc, les réformer en fonction de cette exigence de l'Israël éternel. Or, il y a un problème dans l'Israël éternel par rapport à un univers démocratique dans lequel nous vivons, c'est qu'il a toutes les apparences d'une religion, point, et c'est tout. Et vous remarquerez que c'est le véritable problème de la société israélienne, où vous avez tout le camp du laïcisme qui récuse la possibilité d'intégrer, je dis bien intégrer, au moins cet héritage dans le courant central, le mainstream. Dans toutes les démocraties occidentales, on récuse le religieux. Absolument, on récuse le religieux. Or, là, nous avons un problème, parce que sur 30 siècles d'histoire juive, il y a au minimum 28 siècles de centralité du religieux. Qu'en fait-on ? Qu'en fait-on dans les livres d'histoire ? Qu'en fait-on dans la vie quotidienne israélienne, etc. Et là, c'est là justement que j'essaie d'imaginer des problématiques, des logiques qui permettent de mettre en œuvre cette intégration. Et ça passe évidemment par un réexamen à la fois de l'univers démocratique et de l'univers du judaïsme, car il est aussi en question dans cette expérience. Ce qui se passe avec la création d'Israël depuis 67 ans, c'est justement la mise à l'épreuve des idées fondamentales du judaïsme. Si effectivement, quand les Juifs sont libres, quand ils ont une société, un État, etc., si toutes ces histoires, ces grandes idées, etc., s'avèrent défaillantes, alors ça n'a plus aucun sens. C'est là où les choses doivent avoir du sens, si vous voulez. Et donc, à ce niveau-là, j'ai tenté d'imaginer à quoi ça correspondrait sur le plan de l'éducation nationale, sur le plan du système politique. Alors, dans ce réexamen général, la question de la démocratie et du religieux, je préfère dire la transcendance, est centrale. Or, pour un sociologue, et notamment un sociologue de la religion, il y a un phénomène tout à fait étonnant qui s'est produit dans la modernité politique, qui est ce que Jean-Jacques Rousseau lui-même appelle dans le contrat social les religions civiles.
Raymond Aron parle des religions politiques. Que sont les religions politiques? C'est les grandes idéologies du XXe siècle. Communisme, fascisme. C'est-à-dire, en fait, une démarche sociologique qui se rend compte que la fonction religion peut être remplie par différentes institutions. Donc, le grand phénomène des idéologies de masse, avec les leaders charismatiques, les grandes manifestations, les cérémonies, etc., sont de facture religieuse. Mais c'est une religion qui n'est pas connue comme religion, mais qui remplit la même fonction. Quand en France, par exemple, pays réputé très laïque, on célèbre le culte de la République, on célèbre le culte, il y a une religiosité, il y a des cérémonies, il y a des décorations, il y a un credo. Quand on vous dit la République, au nom de la République, c'est rien de plus que tous les citoyens français, mais la République, elle existe en dehors des citoyens français. Donc en fait, il y a ici une dimension de transcendance supérieure aux individus. Quand on dit, par exemple, on accuse les Juifs de dire vous êtes des communautaristes, vous n'êtes pas fidèles à la République. C'est que la République existe en dehors de leurs conditions citoyennes. Et qu'il y a des grands prêtres de la République, il y a des grands penseurs de la République. Durkheim en était un, tout en étant le fondateur de la sociologie. Donc, si vous voulez, pour pouvoir examiner la question du rapport du judaïsme comme religion, entre guillemets, et de la démocratie, il faut réouvrir la notion de démocratie, et pas la réouvrir de façon dilatoire, de façon idéologique, mais en fonction de ce qu'elle est. Et donc, ce qui veut dire que dans la démocratie, il y a une relative défaillance. Jean-Jacques Rousseau se rend compte que le contrat ne suffit pas pour que l'État fonctionne. Il faut un souverain. Il faut un souverain, il faut une croyance patriotique pour que les individus apprennent à obéir à cette loi, dont ils sont censés être les auteurs. Et donc, et ce qui explique aussi une histoire en dents de scie de la démocratie. Il y a toujours eu un problème sur le plan de l'identité collective, que ça donne le nationalisme, que ça donne le totalitarisme, etc. Bon. Donc en fait, ce que je veux démontrer par là, c'est que la caractéristique religieuse du judaïsme n'est pas nécessairement contradictoire de la dimension démocratique. Attention, je ne veux pas judaïser la démocratie, mais si vous voulez, essayez justement de montrer comment, par exemple, dans la question israélienne, État juif et démocratique. C'est comment penser le « et » justement sur ce plan. Mais pour penser le « et », il faut repenser le judaïsme. Parce qu'en fait, est-ce que le judaïsme est une religion uniquement? Alors, il y a ici plusieurs catégories. Une confession, une religion, une église, une culture, etc. Il est clair que Herzl n'a connu que la confession. La confessionnalisation du judaïsme fut imposée par Napoléon et l'émancipation des Juifs. Et il était clair que la confession ne pouvait pas du tout suivre le sionisme, puisqu'en fait, le propre de la confession, c'est de renoncer à la dimension communautaire, collective, historique, culturelle, etc., pour ne garder qu'un spiritualisme ou un cérémonialisme religieux. Voyez. Et donc, mais est-il une religion? C'est un problème. C'est aussi une religion. En hébreu, il n'y a pas de mot pour dire religion. Le mot de date est un mot persan qui date de l'époque d'Esther, de Daniel, etc., d'Ezra. C'est d'ailleurs là qu'on trouve date, mais date, même là, ne signifie pas religion, mais une loi, un édit, un décret. Un décret, que ce soit une loi qui vienne des cieux ou une loi qui vienne de la convention humaine, ce n'est pas une religion dans le sens latin de ce terme. Alors il est vrai que la religion, que c'est devenu une religion, notamment avec l'exil, avec l'expérience de l'exil. Pour que nos auditeurs comprennent, donc ce livre est une critique en quelque sorte du sionisme, puisqu'en fait Herzl n'a pas pensé du tout la place du judaïsme. Oui, ce n'est pas. C'est une critique et ça ne l'est pas dans la mesure où l'objectif c'est d'ouvrir un deuxième âge du sionisme, car on ne peut pas penser à ce deuxième âge s'il n'y avait pas eu Herzl.
Herzl est un a joué personnage son rôle, bien sûr. prophétique. Bien sûr. C'est-à-dire que au moment même où il invente l'État juif, il est le seul à trouver une solution à une impasse dans la configuration de l'émancipation. Voilà. Alors l'émancipation, c'était une première réponse à l'antisémitisme, mais on s'est rendu compte que ça n'a rien résolu, puisque voilà, on a été... Ah non, c'est pas une réponse, c'est la cause. Ah non, c'était une première... Non. Attendez, c'était accordé aux Juifs des droits de citoyens. Oui, mais effectivement, ça posait en soi le problème de la non-reconnaissance du peuple juif. C'est ce que vous expliquez. Oui. Ouais. Mais qu'ensuite, une fois qu'on a reconnu le peuple juif, enfin avec le sionisme et le retour à Sion, vous dites qu'on n'a pas pris en compte que certains aspects. Voilà. Alors il faut être très précis. Les Juifs, avant l'émancipation, étaient dans les marges de la société de l'Ancien Régime. Ils n'étaient pas vraiment des sujets. Voilà. L'émancipation les a fait entrer dans la citoyenneté, mais à deux conditions. Cesser d'être un peuple et une communauté, devenir un homme et pas un juif. Parce que dans l'esprit des émancipateurs, nous avons du mal à penser ça, mais tous leurs écrits sont pleins de ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La République et les Juifs » qui analyse tous ces textes-là. La condition juive est une dégradation de l'humanité dont les Européens sont responsables puisqu'ils ont persécuté ces hommes-là et le judaïsme est le résultat de cette persécution. Donc, dans la logique des émancipateurs, il faut émanciper les Juifs pour qu'ils se libèrent du judaïsme qui est le résultat d'une persécution, qu'ils deviennent des hommes, et qu'ils disparaissent. Devenant des hommes, ils ouais. sont aptes à être des citoyens. Oui. Je vous signale d'ailleurs qu'à l'époque, ni les femmes, ni les Noirs ne sont des hommes, ne sont reconnus comme des hommes. C'est-à-dire la condition minimale pour devenir citoyen. Les Juifs l'ont été, à condition de ce qu'on appelait la régénération des Juifs. Donc, en fait, la citoyenneté des Juifs ne concerne que leur dimension individuelle, abstraite et juridique. Mais, que se passe-t-il ? Jusqu'alors, c'était l'anti-judaïsme qui dominait. 40 ans après cette émancipation, avec les révolutions de 1848 et les mouvements nationalistes, c'est justement apparaît l'antisémitisme, qui n'est plus l'anti-judaïsme. C'est une... Oui. Et alors là, les Juifs qui ont joué le jeu de l'intégration, etc., sont stupéfaits. Oui. Car eux ont abandonné la condition de peuple, mais voilà que leurs ennemis les accusent d'être un peuple secret. C'est le fameux complot juif mondial. Et là, c'est une impasse. Et il se produit, alors on arrive... au sionisme. Avec l'affaire Dreyfus. Voilà. Et c'est là qu'Herzl se rend compte de quelque chose d'évident, c'est que la citoyenneté ne doit pas être uniquement... ne doit pas concerner les individus, mais aussi la nation. Et de fait, si vous observez l'histoire de l'Europe à cette époque, les nations apparaissent en 1848 dans toute l'Europe, les identités nationales. Donc en fait, le sionisme politique a cette audace d'abord de donner une interprétation politique de la haine des Juifs, et pas morale, pas humaniste, etc. Et deuxièmement, de comprendre que ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter la nation à la citoyenneté. Tout à fait. Mais alors, vous expliquez que finalement, on se retrouve face à une nouvelle impasse, puisque l'antisémitisme existe toujours. Il a simplement pris d'autres formes. C'est-à-dire qu'en fait, penser le peuple juif comme peuple, ça ne résout pas tous les problèmes. Alors, en fait, Herzl pense le peuple juif comme une nation. Et je crois que pour la clarté des choses, il faut faire la distinction entre peuple juif, nation israélienne. Nation israélienne, ça suppose un État. Le peuple juif en diaspora n'a pas d'État. Il est membre des nations dans lesquelles il se trouve. Et donc, ce problème laisse entier la question du peuple juif dans la nation israélienne. Dans la nation israélienne, par exemple, vous avez aujourd'hui, dans l'État d'Israël, des citoyens qui ne sont pas juifs. 20%. Oui. Et donc, déjà, cette question se pose sur le plan de la démocratie. C'est une question et de l'identité collective, etc.
Je dirais d'ailleurs que les Juifs l'ont vécu autrement, parce que en France, les Juifs auraient pu penser être considérés comme une minorité, mais en fait, ils ont totalement adopté l'hymne national. C'est-à-dire que le problème d'Israël, c'est de se penser aussi, enfin, des Juifs, se penser comme un peuple et pas comme une religion uniquement. Donc, logiquement, les citoyens non juifs d'Israël devraient s'identifier à l'hymne national, comme les Juifs s'identifient en France à la Marseillaise, à Clovis, c'est ce que je sais, à toute l'histoire de la nation française. Bon, mais ça, c'est un problème contemporain. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre que devient la dimension du peuple juif dans la nation israélienne. Je crois que tout ce que nous avons vu, regardez par exemple ce qui s'est passé il y a un an avec la loi sur la nationalité, Chok HaLeom, eh bien, il y a eu des discussions, des débats ahurissants qui montrent qu'il y a une confusion générale de tous ces concepts et qu'il n'y avait pas de solution. La loi a été abandonnée d'ailleurs. Et donc, c'est quand même une loi minimale quand il est question d'un État-nation. Mais ça montre que la question du judaïsme, alors je dis le judaïsme comme une notion globale, reste encore très très présente et sans solution. Parce que le problème est un problème qui se pose aux laïcs, mais je dirais que le problème qui se pose aux laïcs, c'est le problème de cet héritage dont ils ne peuvent pas se débarrasser, parce qu'alors tout n'a plus de sens. Mais le problème se pose aussi aux religieux, qui doivent se confronter à la nouvelle donne qu'est l'État et la nation. Et là, tout un travail reste à faire également. Parce qu'en fait, le judaïsme que nous avons dans l'État d'Israël est un judaïsme qui est toujours dans la galoute. Il est dans la galoute d'une façon extrêmement provocative chez les ultra-orthodoxes. Mais il l'est aussi dans le judaïsme institué, parce qu'en fait le grand rabbinat c'est un héritage de Napoléon, c'est Napoléon qui a inventé le grand rabbinat. Certes à Istanbul il y avait le Chacham Bashi, mais en fait l'idée d'un grand rabbinat qui serait en face à face avec l'État est une idée napoléonienne. Alors, et moderne. Vous proposez dans votre livre une solution de restructurer D'abord, vous vous rappelez un passage des Maximes des Pères avec les 3 couronnes. Et vous pensez que le peuple juif maintenant doit s'organiser, doit revenir à cette organisation qui sépare 3 éléments. La couronne de la royauté, c'est là le souverain justement. La couronne de la prêtrise et la couronne de la Torah dans le sens transcendance, loi. C'est ça et vous dites que la particularité du peuple juif aussi, c'est qu'il a accepté, qu'on y croit ou pas d'ailleurs, il y a plus de 3000 ans au Mont Sinaï. C'est-à-dire qu'en fait, la démocratie a joué déjà à ce moment-là, puisqu'il a été accepté la loi a été votée, on peut dire, par l'ensemble du peuple. Et un consentement suite à une négociation dont Moïse était le go-between, le messager. Alors, moi, dans ma recherche, pendant ces 40 ans, il était clair d'ailleurs, c'était la raison de mon inscription à l'université hébraïque, qu'est-ce qu'un État juif ? Et par conséquent, j'ai été conduit à sonder les potentialités de pensée politique dans le judaïsme. En fait, il n'y a jamais eu de science politique dans le judaïsme en tant que tel, institué comme tel. Mais il y a tous les éléments de la politique. Ouvrez le texte biblique, il n'est question que de politique. Ouvrez les livres prophétiques, il n'est question que de la politique internationale, de la politique royale, etc., etc. Et les philosophes politiques de l'Europe du XVIe, XVIIe siècle, notamment dans le monde protestant anglo-saxon, ne s'y sont pas trompés. Ils ont été chercher dans la loi de Moïse le modèle de l'État, de la République idéale contre la monarchie qui les persécutait. Et donc, j'ai tenté de ressusciter ce savoir oublié. J'ai écrit un livre qui s'appelle Philosophie de la loi, l'origine de la politique dans la Torah. J'ai participé à un groupe de travail israélien il y a peut-être 20-25 ans, sous la houlette de Daniel Elazar, qui était professeur à Bar-Ilan, et qui justement a beaucoup contribué à ressusciter ce qu'il appelait la tradition politique du judaïsme. Et donc, ça a été un souci permanent pour moi, dans la mesure où le problème était de savoir si nous pouvons trouver en nous-mêmes
les éléments de réponse, une inspiration justement pour trouver une solution. Et cette théorie des trois couronnes, en fait, elle a été retrouvée, ressuscitée par Daniel Elazar et Stuart Cohen, qui est toujours professeur à Bar-Ilan. Et là, c'est une théorie de l'autorité extraordinaire, très moderne d'une certaine façon, qui distingue trois types d'autorité dans la société. Donc, la Torah, c'est l'autorité constitutionnelle, celle de la loi. Le sacerdoce, c'est celle de la médiation, d'une certaine façon, avec le temple comme institution, et celle de la royauté, c'est le pouvoir civil politique. Et en fait, cette doctrine a ceci de particulier que elle ne nous dit pas la même chose que Montesquieu sur la séparation des trois pouvoirs, judiciaire, exécutif et législatif. Elle nous dit qu'en fait, chacune de ces autorités peut gérer toutes les affaires de la cité, mais dans un seul angle d'approche. L'angle d'approche du pouvoir civil politique, c'est la sécurité publique, la guerre, etc. L'angle d'approche du sacerdoce, c'est les voies de pureté, de purification, de rachat, etc. Et la Torah, c'est justement la conformité à la loi, à la constitution de cette alliance entre Dieu et Israël, qui est aussi une alliance entre Israël lui-même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil exceptionnel pour comprendre l'histoire politique juive. Quand, par exemple, le temple a disparu, quand le royaume a été détruit, logiquement, le peuple hébreu aurait dû disparaître. Mais, justement, cette théorie a fait que c'est la couronne de la Torah qui a porté toute la cité. Et d'une certaine façon, dans l'exil, le judaïsme est devenu une société d'études, des étudiants, si l'on peut dire. Mais en fait, c'est pas sa vocation absolue. Non. La Torah a sa place, mais pas toute la place. Elle a une place décisive dans la mesure où elle inspire, elle fonde la légitimité des deux autres, mais sans plus. Qui représentait la couronne de la Torah? Au départ, les prophètes. Prophètes, pouvoir quasi pas institutionnalisé, sans pouvoir coercitif du tout. Le pouvoir coercitif est du côté royal et du côté du sacerdoce, sur le plan de l'exclusion, de la mise à l'écart ou des choses de ce type-là. Et donc, or, il s'est produit dans notre époque un bouleversement cataclysmique qui a vu ressurgir dans l'univers politique juif la couronne de la royauté, c'est-à-dire l'État d'Israël. Une révolution. C'est une révolution considérable, car jamais un pouvoir ne fut aussi puissant qu'un État-nation moderne. Et surtout, ça ébranle 25 siècles d'équilibre du judaïsme rabbinique, talmudique, etc. Et donc, nous sommes confrontés à un bouleversement considérable. Le service après-vente n'a pas suivi. Il est encore à faire. Et donc, il faut retrouver un nouvel équilibre. Et pour retrouver ce nouvel équilibre, il faut justement penser ce qu'est la couronne de la royauté, la nature même de l'instance politique, civile, du souverain. Penser le souverain. Et c'est là où on retrouve la question de la démocratie. Car le problème de la démocratie aussi, c'est de penser le souverain sans nier l'individu, en fait. Et c'est à ce carrefour-là que je crois que se trouve une future créativité dans la pensée juive, parce que c'est un champ inexploré, qui est resté inexploré. C'est un peu ce qui se passe de fait ici, puisqu'il y a un dialogue à la Knesset entre les différentes tendances. Oui, mais attention, c'est pas du niveau. C'est pas ce niveau-là. Non, parce qu'il y a tout un travail constitutionnel, juridique, philosophico-politique. C'est pas aussi simple que ça. On peut pas se contenter. La pensée politique juive, c'est pas la pensée démocratique. Il faut pas charrier. Il y a l'idée du consentement, il y a l'idée de la loi établie, etc. Mais c'est pas la démocratie. Et donc la question de l'articulation de ces deux dimensions est encore un terrain vierge, en friche, et donc il faut le travailler. Et malheureusement, personnellement, je suis comme tout le monde les actualités politiques.
il y a beaucoup de gens qui sont pas à leur place. Parce que conduire le peuple juif, c'est pas conduire un troupeau de moutons. C'est quelque chose qui nécessite un art de gouverner tout à fait spécial, mais qui s'est perdu. On ne le trouve ni dans les yeshivot, on ne le trouve pas à l'université, on ne le trouve pas à la Knesset. Et donc il y a tout un travail justement de préparation, de conceptualisation, qui prendra du temps et qui peut-être apporterait des dispositifs permettant justement de gérer la résurgence cataclysmique d'un pouvoir politique dans son rapport aux autres couronnes. Restera un problème. Quid de la couronne du sacerdoce? Oui. Parce que la question se pose, mais la question se pose aussi pour la couronne de la Torah, car il est bien évident que la position du pouvoir rabbinique exilique est destinée à cesser, dans la mesure où c'est un autre type de leadership qui apparaîtra, j'en suis persuadé. De même, je suis persuadé que le pouvoir prophétique réapparaîtra. Dans quel sens? Dans la mesure où, si vous voulez, si nous prenons ce modèle des trois couronnes comme un modèle anthropologique, c'est-à-dire que là où il y a des juifs, cette configuration se retrouve. Si vous restaurez la couronne de la royauté, il est inéluctable que la couronne de la Torah va se restaurer. Ensuite viendra la question du sacerdoce. Et donc, c'est dans la nature des choses. Parce qu'en fait, je pars d'une idée que toute communauté politique a une sorte de morphologie ou une structure congénitale. Par exemple, si je prends la France, quelle est la structure congénitale de la France? Le centralisme étatique. Et c'est d'ailleurs le drame de la France d'aujourd'hui. L'unification européenne a brisé le centralisme étatique, et vous voyez, c'est un pays égaré de ce point de vue-là. Donc en fait, si vous voulez, les collectivités, les communautés politiques ont des structures qui ne disparaissent pas, mais qui se transforment, qui connaissent des mutations. Donc, si je prends le peuple juif comme une structure, une collectivité de ce type-là, la résurgence d'un pouvoir politique implique une redistribution des cartes générales. Et donc, forcément, si jusqu'à présent, c'est la couronne de la Torah qui a porté la continuité juive dans l'exil, eh bien, le fait que l'exil soit fini sur le plan politique implique nécessairement une réorganisation. C'est très simple à comprendre. Le judaïsme talmudique est le successeur du judaïsme biblique. Mais le judaïsme talmudique est adéquat à la perte du temple et de l'État, si vous voulez, et de la terre ultérieurement. Et donc, par conséquent, la récupération de la terre implique nécessairement une remise en question de l'équilibre antérieur qui avait été trouvé. Donc, en fait, c'est de l'ordre de la prévision, on pourrait dire, sociologique, que de prévoir ce qui peut se passer dans le siècle dans lequel nous sommes entrés. On verra bien. Vous donnez combien de temps avant qu'on entende parler un prophète? Écoutez, moi je ne vous parle que d'une problématique, d'une évolution générale, mais il n'y a pas de date précise. Je ne sais pas si ce livre aidera à le penser. Est-ce que vous comptez le faire traduire? Il est en cours de traduction. D'accord. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est quelque chose d'essentiel que je veux transmettre. Oui, je sens bien que c'est d'impératif. Et en quelque sorte... Ce livre, résume vos positions sur divers problèmes, mais j'ai l'impression que c'est un livre très important de votre point de vue pour transmettre votre message au peuple juif. Déjà, on a parlé là de judaïsme et de gestion du politique. Vous dites qu'il faut reprendre cette idée de la souveraineté qui n'est pas encore assumée, qu'Israël se positionne encore comme une victime. Alors, racontez-nous. Pourquoi ça nous porte tort? Mais je pense que nous avons, qui est un héritage de l'exil et de l'émancipation, la morale dominante dans le monde juif, c'est la morale victimaire. Regardez par exemple, je donne comme exemple un grand philosophe juif, Hermann Cohen.
du 19e siècle allemand, il a toute une théorie qui me semble accablante et profondément malsaine, qui avance que les Juifs souffrent pour l'humanité, pour le monde, etc. Je récuse absolument cette idée-là, parce qu'en fait, si vous voulez, le Juif de l'émancipation, il a à la fois une grande ambition philosophique, morale, et de petits moyens politiques. Et donc, la façon dont les Juifs ont tenté de se mettre en avant, de trouver un sens à leur existence, c'est justement en se posant comme sacrificielle, une morale sacrificielle. Et cette morale sacrificielle, elle a pris, en somme, c'est comme si nous cherchions une justification à notre existence parce que nous avons été victimes ou parce que nous nous sacrifions pour l'univers. Eh bien non, je suis désolé, ça marche pas, et ça marche encore moins après la Shoah, ça marche encore moins après l'expulsion des Juifs du monde arabe, etc. Nous n'avons aucune raison d'être des personnages souffrants. Et ce n'est pas notre grandeur de l'être. Notre grandeur, c'est de retrouver la souveraineté davidique, la royauté davidique. C'est pas de souffrir. Or, nous voyons aujourd'hui en Israël, comme dans le monde diasporique, comme une sorte de honte ou de culpabilité qu'Israël soit un État souverain qui utilise la force. Mais le monde est une jungle. Le monde des peuples est une jungle dans laquelle nous devons aussi assurer, en tant que peuple, notre survie. Alors justement, vous parliez de prophétisme. Les prophètes dans la Bible sont là comme un contre-pouvoir pour rappeler au roi qu'il y a des règles, même dans la guerre, même dans le... Oui, mais c'est une vision un peu limitée des prophètes, parce que ils peuvent à la fois s'opposer à un traité fait avec les pays environnants, ils peuvent demander d'ouvrir les portes à l'ennemi. Vous parlez des prophètes d'aujourd'hui, vous dites. Oui, et donc même devant l'attaque de Sancheriv, par exemple. Et donc, si vous voulez, la dimension prophétique n'est pas uniquement une dimension. On peut reprendre entièrement, par exemple, l'interprétation de ce qu'on appelle chez les catholiques le serviteur souffrant du prophète Ésaïe. Et c'est pas du tout ce qu'il croit, hein. C'est une interprétation erronée, mais ça peut prêter le flanc à une telle interprétation, le texte là. Mais si vous voulez, la question, c'est la question de la souveraineté. Et donc, aujourd'hui, on a le sentiment qu'une partie du public israélien, notamment la gauche, préfère que définir l'État juif comme ce qu'on appelle en hébreu Medinat Meklat, un État refuge pour les éclopés de l'antisémitisme. Bon, ce serait déjà bien, mais enfin, on peut pas assurer la survie d'une nation sur des bases de ce type-là. Mais parce que État Miklat, Medinat Miklat, un État refuge, on est dans la position victimaire. C'est comme si on dit excusez-nous d'exister, mais c'est parce que vous nous persécutez que nous existons. Non, ce n'est pas parce que nous sommes persécutés que le peuple juif existe. C'est qu'il a une vocation, il a une mission, il a une histoire, il a une grande histoire. Et donc la souveraineté, si vous voulez, semble quelque chose de trop difficile à assumer pour des juifs qui se cachent derrière la morale, parce qu'il y a aussi une morale de la souveraineté. La morale, c'est pas être contre le principe de la souveraineté. Et je crois que là, il y a, et ça termine mon livre, la nécessité d'une réforme morale du peuple juif. Quand vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des enquêtes sociologiques qui ont été faites sur la jeunesse, mais une grande partie, 80% de la jeunesse qui fréquente les lycées Mamlartim, les lycées publics, a comme critère de référence cardinal la Shoah, la mémoire de la Shoah. Et là, il y a un véritable problème. Sans doute la Shoah, évidemment. C'est justement par rapport à la mémoire de la Shoah qu'il ne faut pas que la mémoire juive soit une mémoire victimaire, mais une mémoire de résurgence, une mémoire d'affirmation, une mémoire qui tire aussi les leçons du drame collectif que fut la Shoah dans la modernité. Et donc là, il y a une défaillance. Oui, alors
vous tapez donc, comme je disais, un peu sur tout le monde, et même sur Netanyahou, donc pas simplement sur les gens de gauche, mais aussi sur la droite. Pas dans le livre. Par exemple, sur sa demande d'être reconnu par l'autorité palestinienne comme un État juif. Oui, mais vous dites qu'on n'a pas besoin d'être défini par les autres. Alors, chez Netanyahou, je pense que c'est un prétexte. Bon. Pas plus. Pour louvoyer face à une pression internationale. Mais Netanyahou aussi peut être décevant par beaucoup d'aspects. Mais dans ce livre, je ne rentre pas dans la politique politicienne, même s'il y a une critique des erreurs de la gauche israélienne, des accords d'Oslo, des accords de Genève, des pseudo-accords de Genève, etc. Parce qu'en fait, je tente de faire une petite histoire de la situation d'impasse dans laquelle nous sommes arrivés. Vous dites en gros que toutes les attaques contre Israël sont des prétextes, les attaques au nom de la morale. C'est manifeste. C'est manifeste. C'est que derrière ce livre, il y a un livre de 700 pages qui s'appelle 15 ans de solitude. J'ai accumulé des analyses stratégiques de ce qui se passe depuis le début des années 2000. Et je crois avoir très bien compris tous les domaines. Culturel, journalistique, politique, on trouve toutes les dimensions. Parce qu'il m'a semblé que cette attaque contre le peuple juif était considérable et énorme. Elle n'est d'ailleurs pas finie. Je ne sais pas vers quelle impasse nous nous dirigeons. Mais il y a une accumulation de forces anti-israéliennes sur le plan planétaire qui est inquiétante. Et c'est pourquoi il est très important que les Israéliens pensent exactement ce qu'ils sont dans la situation telle qu'elle est, ce qui n'est pas le cas. Toujours, parce que j'ai le sentiment que certains hommes politiques israéliens ou certains observateurs vivent à Los Angeles et pas à Tel Aviv ou à Jérusalem. Alors pourquoi, lorsqu'on parle de peuple palestinien, de deux États pour deux peuples, ça vous semble être un prétexte? Pourquoi est-ce que vous n'accordez pas de crédit à ces positions? Ah non, certainement pas. De toute façon, sur la question de la reconnaissance, déjà, il y a une méprise. J'ai pas besoin qu'on reconnaisse que j'existe. J'existe, un point et c'est tout. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, ça se joue sur le terrain de combat. Mais j'ai pas besoin qu'on reconnaisse que j'existe. J'affirme mon existence. Est-ce que vous croyez que la Ligue arabe défend l'arabité de son institution? Est-ce que vous croyez que les Palestiniens qui ont un projet de constitution qui définissent la Palestine comme arabe et musulmane sentent le besoin? Non. Vous savez très bien quel est le but de cette demande. C'est pour parer justement à une future réclamation des Arabes israéliens, peut-être de créer un troisième État. C'est très bien. C'est pourquoi je récuse totalement l'idée d'un État palestinien sur un territoire stratégique aussi étriqué. Quel est le plan palestinien? Premièrement, obtenir la pseudo-indépendance de la Cisjordanie. Deuxièmement, demander le retour des réfugiés. Troisièmement, provoquer l'éruption des Arabes israéliens, ce qu'ils ont déjà fait quand ils ont cru que les révoltes sur le mont du Temple donnaient le signal de quelque chose de ce type-là. Et donc là, je crois qu'il y a eu une erreur d'appréciation du leadership arabe d'Israël. Ils ont été trop vite. Soutenir le Hezbollah, soutenir les terroristes, soutenir l'autorité palestinienne et montrer qu'en fait, ils sont en dissidence dans la nation israélienne. Donc en fait, le plan palestinien est très clair. Il faut être aveugle pour ne pas le voir et il faut être aveugle pour croire que une fois que les territoires seront rendus, la paix existera. Pas du tout. Dès le lendemain, la guerre continuera. Et donc, si vous voulez, il y a ici une entourloupette majeure à laquelle se livrent aussi les pays occidentaux. Les pays occidentaux ne veulent pas le bien d'Israël. Si j'ai examiné dans ce livre les différents plans, mais les différents plans depuis 50 ans, visés à créer un Israël invivable, impossible, sur le plan territorial, sur le plan de la cohérence interne, etc. C'est des plans qui ne veulent pas la continuité de l'État d'Israël, ou alors ils veulent une continuité d'un État humanitaire, d'un État refuge. Peut-être, c'est d'ailleurs exactement ce que dit De Gaulle dans sa fameuse conférence de 67, que en fait, il faut pas qu'Israël sorte de son rôle de compensation de la Shoah, et que si par hasard
il était en danger, etc., nous ne le permettrions pas. Donc les Israéliens devraient attendre le bon vouloir des Européens qui viendraient les défendre pour éviter d'être totalement exterminés, sans doute après un certain temps d'extermination. Eh bien, justement, c'est ça que le peuple juif doit refuser aujourd'hui, c'est ça qui est en jeu. Le problème est complexe, ce sont des territoires tellement exigus qu'il ne peut pas y avoir un deuxième État entre la Jordanie et la mer Méditerranée, mais la question du devenir de ces territoires qui connaissent différentes zones doit trouver une solution intermédiaire, justement. Et c'est là, justement, que la question palestinienne, en fait, la question palestinienne, comme vous l'avez dit, pourquoi est-ce un prétexte? Parce qu'en fait, quand on analyse bien la réalité de ce conflit, qui est objectivement un conflit ridicule, il y a 5 ou 6 millions de personnes de chaque côté, un territoire exigu insignifiant, pourquoi est-ce que c'est un problème planétaire? Mais justement, c'est l'Israël éternel qui est en jeu là-dedans. Parce qu'en fait, l'Israël éternel. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui turlupine la conscience profonde de l'identité de l'Occident et de l'identité de l'Orient, c'est le sentiment que la résurgence d'Israël et du Keter Malchut, de la souveraineté, est un tremblement de terre pour leur propre identité. Or, la propre identité de l'Occident comme de l'Orient est religieuse. C'est le christianisme et l'islam. Et ces deux identités se sont construites sur l'hypothèse et l'affirmation que l'histoire d'Israël était finie et qu'ils en étaient la continuité. Si jamais Israël revenait dans ses habits du roi David, c'est un cauchemar. S'il revient dans les habits rayés des rescapés d'Auschwitz, ok, c'est de notre faute, on les supporte, etc. Mais s'il revient dans les habits du roi David, ça devient un cauchemar métaphysique. Et donc derrière les attitudes pseudo-politiques se jouent des enjeux identitaires qui les dépassent en quelque sorte. Et là, justement, pour pouvoir faire face, il faut retrouver en nous la force de l'Israël éternel, et non pas celui des rescapés de la Shoah. Et ça, c'est un enjeu considérable. Vous avez écrit un livre entier sur le postmodernisme aussi. Vous ne supportez pas cette prétention à vouloir détruire toutes les idéologies en étant elle-même une idéologie. On peut dire ça, mais c'est pas que je ne supporte pas. En analysant dans le détail pendant 15 ans le nouvel antisémitisme, j'ai compris qu'il s'adossait à une autre idéologie, bien plus vaste, qui s'étendait à tout le monde démocratique et surtout en Israël. Le postmodernisme est très puissant dans les élites israéliennes. Et en fait, le postmodernisme, c'est un post-marxisme. C'est une mutation du marxisme, idéologie éminemment dangereuse. Donc la fin de l'État-nation, de bouleverser la démocratie sous le prétexte d'une démocratie illusoire, plus grande, et qui en fait a conduit, on a l'Europe comme un champ d'exercice, l'Europe à la décomposition et sans doute au déclin. Et donc, si vous voulez, la question en Israël ne se pose pas uniquement sur le plan de la question du judaïsme, mais également sur la question du postmodernisme par rapport à la démocratie. Je crois que la démocratie est en danger, justement, avec cette pseudo-pensée progressiste qui est une utopie dangereuse et qui risque de précipiter aussi la démocratie israélienne dans une impasse. Je vais vous dire, Shmuel Trigano, je partage beaucoup de vos critiques, notamment lorsque vous dénoncez l'hypocrisie de l'Europe, par exemple. Le seul État qui compte maintenant pour eux, c'est la Palestine. C'est le seul État-nation qui doit exister. Tout le reste... Oui. Attendez, mais là où je vous trouve un peu sévère, c'est par rapport à ce que vous appelez la gauche israélienne. Parce que la gauche israélienne, c'est pas simplement des bonnes âmes. Beaucoup ont fait l'armée, ont risqué leur vie et veulent le bien de la nation. Donc c'est par pure stratégie qu'ils pensent qu'on doit arriver à un compromis territorial d'une certaine... Vous-même, d'ailleurs, parlez dans votre livre d'une sorte... Vous avez un projet de confédération avec la Jordanie et... Oui, je termine avant de passer à cette question. Le peuple palestinien, c'est justement le nouvel Israël de l'Europe.
Et nous retrouvons la même logique qu'avec les débuts du christianisme. Maintenant, concernant la gauche israélienne, vous savez peut-être pas, mais en 79, j'ai participé à un des premiers colloques israélo-palestiniens à Washington. Vous y avez cru. Et avec la revue de MAPAM, du New Outlook. J'étais allé à Washington, etc. J'ai beaucoup de reproches envers la gauche israélienne. C'est que après l'élection de Menachem Begin, au lieu de mener la discussion politique ou son combat politique qui est légitime en Israël sur les scènes israéliennes, elle l'a transporté sur les scènes du monde occidental. Et elle a continué à mener ce combat en refusant d'ailleurs aussi le verdict de la démocratie israélienne qui portait au pouvoir la droite après une très longue période où la gauche l'était. Et elle a contribué à la mise en accusation de l'État d'Israël. Et là, pour moi, c'est quelque chose de scandaleux, de rédhibitoire. Deuxièmement, la deuxième expérience des années 2000, les pseudo-accords de Genève. Les accords de Genève, c'est en fait comment des individus, des kidam, se réunissent sur un plan international, aidés par des pouvoirs internationaux comme l'État suisse, etc., pour traiter de questions qui relèvent de la souveraineté nationale israélienne en dehors de l'État d'Israël. Et je trouve que c'est à nouveau un déni de la souveraineté d'Israël. Donc en fait, alors la troisième chose que je remarque, c'est que moi j'écoute les discours actuels de la gauche israélienne et je dois avouer que je suis stupéfait quand j'entends toutes sortes d'hommes politiques ou de femmes politiques reprocher à Netanyahou de ne pas avoir fait la paix. Mais est-ce que ces gens-là écoutent leurs voisins? Lisent-ils ce qui s'écrit dans les journaux palestiniens, ce qui se dit dans les télévisions? Il est clair que les Palestiniens ne veulent pas la paix. Et de quoi parle-t-on alors? À quoi rime cette surenchère sur faire la paix, ne pas faire la paix? On a l'impression que les gens de gauche veulent faire la paix avec eux-mêmes avant de faire la paix avec leurs ennemis. Et donc là, il y a un véritable problème, un problème de réalisme. Quand on voit les choses de loin et qu'on entend les Palestiniens et le monde arabe, si vous voulez, on se dit que la paix n'est pas possible. Elle n'est pas possible, en tout cas pour l'instant. Donc, à quoi rime de faire cette surenchère qui, en plus, prête le flanc à l'intervention? Mais alors, quelle solution proposez-vous? Tout d'abord, peut-être qu'il n'y a pas de solution. Et alors, s'il n'y a pas de solution? Tous les problèmes. Donc l'état de guerre permanent. Mais pas du tout. L'état de guerre, il n'est pas permanent. Il s'agit d'adopter une politique adéquate. Et donc, si vous voulez, il n'y a peut-être pas de solution à certains problèmes. Il faut vivre avec pendant longtemps. Et en tant que sociologue, lorsque une démographie galopante... La démographie, elle est contestée. Il y a des visions démographiques différentes de la démographie des Juifs, de la démographie des Palestiniens. Non, mais de toute façon, on risque de se retrouver en minorité... écoutez, que vous vous retrouviez en minorité maintenant ou face à un État palestinien vindicatif et irrédentiste, le résultat serait pire, je crois. Et donc, la question de la démographie n'est absolument pas assurée. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'annexer. Il y a eu une autorité palestinienne qui a reçu des armes, qui a reçu des fonds, etc. J'évoque une idée, c'est que effectivement, le moment d'Oslo ne peut pas être effacé. Il a créé une réalité sur le terrain qui est une erreur, mais c'est une réalité. Et donc, il faut, à partir de là, tenter de trouver des solutions intermédiaires, temporaires, en tout cas je pense, avec la Jordanie, pour la zone sous l'autorité palestinienne. Un système, peut-être une condition transnationale sur ce territoire-là, qui permette peut-être une transition ultérieure. Mais il n'y a aucune raison que le peuple juif se suicide. Aucune raison. Absolument aucune raison. Et donc, si nous avons des ennemis résolus, il faut faire face et il n'y a pas d'autre solution. C'est ça la question. Je remarque toutefois quelque chose.
la guerre de Gaza se répète tous les 2 ans. Mais Israël veut-il vaincre le Hamas? J'en suis plus tellement sûr. Et donc là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc on entretiendrait une guerre cyclique. Là, c'est un véritable problème qui est posé et qui relève d'une stratégie globale également. Et il y a des questions qui restent sans réponse à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a une stratégie adéquate, justement, qui puisse intégrer... Par exemple, j'ai écrit récemment une tribune. Lorsque le chef d'état-major Eisenkot est intervenu à la conférence stratégique d'Herzliya, parmi les causes qu'il a énoncées de ce que la télévision appelle erronément intifada tayichidim, l'intifada des individus, c'est pas du tout ça, c'est un terme complètement faux par rapport à la réalité. Parmi les causes, il n'a pas mentionné la cause islamique. Alors là, il y a quelque chose, qui est aussi affolant que ce qui se passe en Europe et en France, parce que les meurtres sont commis au nom d'Allahu Akbar. Alors de quoi parle-t-on? Quelles sont les causes? Est-ce que c'est parce que les Palestiniens sont malheureux qu'ils tuent des Juifs? Là, il y a vraiment un véritable problème de conscience de la réalité qui se pose et qui est capital, car il est important de définir l'ennemi, de savoir quelle est la cause de l'ennemi, pourquoi il nous cible, etc. Sinon, la stratégie ne sera pas adaptée à la réalité de la menace. En Europe, c'est la même chose. En France, on vous parle de radicalisme, etc. Mais enfin, c'est scandaleux. Est-ce que le radicalisme islamique est le même que le radicalisme de l'extrême gauche, de la bande Abadère, par exemple? De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Donc là, il y a une question de clarté et de réalisme qui demande à être encore approfondie. D'accord. Un mot sur l'histoire des Juifs en terre d'islam. Vous avez consacré un livre collectif à ça, qui s'appelle La fin du judaïsme en terre d'islam. Vous dites aussi dans votre nouveau livre que c'est le blind spot, le point aveugle du conflit. Mais bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on tait cette histoire? Parce que cette histoire gêne toutes les idées reçues de la gauche sur le colonialisme, sur les pauvres colonisés, sur etc., etc. Et donc, et surtout, parce qu'en fait, ce qui s'est produit en Eretz Israël, c'est un échange de population. On sait d'ailleurs que le peuple palestinien est un peuple récent. Dans les années 60, l'OLP ne le définissait pas comme peuple, mais comme appartenant à la nation, à la Oumma. D'accord ? Et en fait, une grande partie des Palestiniens sont des immigrés de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Bon. Lorsque la décolonisation s'est mise en œuvre, entre 1940 et 1970, 1 million de Juifs ont été chassés et spoliés du monde arabe. 600 000 se sont retrouvés en Israël. Eh bien, je dis qu'il y a eu un échange de population, comme il y a eu des échanges de population dans le monde entier. Or, le principal argument de la délégitimation d'Israël, c'est que ce que d'ailleurs des Israéliens eux-mêmes ont appelé, Israël est entaché d'un péché originel. Quel est ce péché originel ? Il aurait délogé un peuple innocent pour prendre sa place. Mais c'est faux. C'est faux, car les Juifs aussi ont été délogés, et 600 000 d'entre eux se sont retrouvés en Israël, alors que 600 000 ou 650 000 s'en allaient ou étaient chassés dans une situation de guerre à outrance. Et même à Jérusalem, les premiers réfugiés ont été les Juifs. Mais absolument. Et donc en fait, la principale accusation d'Israël est une falsification de l'histoire. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'Israël a contribué à cet aveuglement collectif, qu'il n'a pas repris à son compte la cause de ces Juifs qui ont été aussi spoliés, chassés et privés de leur foyer. Il n'y a aucune raison que les Juifs soient par atavisme voués à l'expulsion ou à la spoliation. Il n'y a aucune raison. Pourquoi ce serait interdit pour les Palestiniens, ce serait possible pour les Juifs? Aucune raison.
Et donc, il faut apprendre justement à définir, à défendre sa cause et ses intérêts. Et cette question-là, pour moi, s'est réveillée au début des années 2000, quand toutes les télévisions européennes nous ont montré les pauvres réfugiés palestiniens avec la clé de leur maison. Mais nous avons tous la clé de nos maisons dans le monde arabe qui ont été spoliées et volées. Et donc là, si vous voulez, l'humilité et la modestie de nos parents, qui n'en ont pas fait un plat, parce qu'en fait, ils ont essayé de reprendre leur vie, de retrouver, de se reconstituer après cette période traumatique, eh bien, est apparu comme une défaillance, justement. Et qu'il fallait, au contraire, restaurer cette revendication, justement, pour que le monde prenne conscience de la réalité de ce qui s'est passé dans ce conflit. Entre la Grèce et la Turquie, il y a eu des millions de gens qui se sont échangés, le Pakistan et l'Inde. C'est le cas de nombreux pays après la Deuxième Guerre mondiale. C'est le cas du Proche-Orient avec Israël. D'accord, on pourrait encore parler de beaucoup d'autres points avec vous. Merci beaucoup, Shmuel Trigano. Je recommande vraiment chaudement la lecture de votre nouveau livre, Le Nouvel État Juif. On verra comment il va être reçu en Israël. L'essentiel est de diffuser le message, qu'on le reçoive ou pas, ce n'est plus mon problème. Voilà. Alors j'ai assumé ma responsabilité. D'accord. Alors comme je disais en introduction, si vous voulez être heureux, il vaut mieux lire les antisémites, même puisqu'ils disent que tout va bien pour le peuple juif, qu'on contrôle le monde. En vous lisant, c'est un peu le contraire qu'on apprend. Je suis pas d'accord avec que vous. tout va mal. Ah oui. Non, pas du tout. Attendez, vous tapez sur tout. C'est que le peuple juif, l'Israël éternel, est toujours vivant. C'est ça qui est dit. Vous pensez que c'est le message du livre? Parfaitement. D'accord. Moi, j'ai vu 3 lignes à la fin optimistes comme ça en disant que... Pas du tout. C'est que la mise en chantier de cette dimension d'un Israël à venir, elle est pensable, elle est conceptualisable. L'Israël éternel n'est pas mort. Il n'a pas disparu. Et la création de l'État d'Israël est la première étape de sa résurgence. Donc on est en chemin. Dans l'histoire. On est en chemin, le chemin est difficile, mais il faut faire face. D'accord. Merci beaucoup, Shmuel Trigano, d'être venu parmi nous. Et on espère vous revoir sur Radio TAF très bientôt. Merci. Bonne journée.